Je vous souhaite de traverser cette fin d'année en pleine forme. À l'approche de 2026, un fait marquant s'est produit. Étrangement, il a glissé dans l'ombre, ou peut-être a-t-il été vu par tous sans qu'on ose en parler. Vous savez, en Algérie, parler librement est devenu un art risqué. Depuis 5 ans, la presse est sous une poigne de fer, journalistes et médias vivent sous le joug de la répression et de l'autocensure. Chacun apprend vite à se taire, à choisir ses mots avec soin, de peur que le moindre commentaire ne vous catapulte devant un tribunal pour des motifs variés, offense à la Constitution, atteinte aux institutions, trouble à l'ordre public. Et dans ce silence bien orchestré, certains faits majeurs au cœur même du pouvoir glissent, sans bruit invisible aux yeux du public ou étouffés par ceux qui devraient en parler. Parmi ces événements, celui dont je veux vous parler aujourd'hui est particulièrement troublant pour cette fin d'année. Il touche, disons-le, l'homme le plus influent après le président lui-même, Saïd Chengria, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, une figure qui pèse lourd dans les rouages du pouvoir. Depuis plusieurs jours, un silence inhabituel entoure Saïd Chengria. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, également ministre délégué à la Défense, s'est volatilisé sans la moindre explication. Plus aucun signal, plus aucune apparition. Voilà maintenant près d'une semaine qu'il est aux abonnés absents. Cette disparition ne serait peut-être qu'anecdotique si elle ne coïncidait pas avec 2 rendez-vous politiques majeurs de la fin de l'année 2025. Chengria n'a pas pris part au Conseil des ministres du 28 décembre, une absence immédiatement remarquée dans les cercles du pouvoir. Ce jour-là, sa chaise est restée vide et les questions ont commencé à circuler. Mais ce n'est pas tout. Il manquait également à l'appel lors du grand discours présidentiel d'Abdelmadjid Tebboune, adressé à la nation et aux représentants des 2 chambres du Parlement, l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation. Une allocution solennelle prononcée le 30 décembre 2025 au Palais des Nations à Club des Pins à Alger. Là encore, l'absence du patron de l'armée n'est passée inaperçue pour personne. 2 rendez-vous politiques de tout premier plan se sont donc déroulés sans Saïd Chengria. Et c'est précisément là que le malaise commence. Lui que l'on voit presque systématiquement évoluer dans l'ombre immédiate du président fidèle compagnon et allié assumé d'Abdelmadjid Tebboune, n'a cette fois-ci montré aucun visage. Une disparition d'autant plus déroutante qu'elle concerne des moments clés de la vie politique nationale. Il faut rappeler que Chengria ne se contente pas d'un rôle militaire en tant que ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale, il siège régulièrement au Conseil des ministres. Depuis qu'il porte cette double casquette politique et militaire, il s'est illustré par une présence quasi irréprochable. Rater un Conseil des ministres. Cela ne lui ressemble tout simplement pas. Et ce n'est pas tout. Depuis que Tebboune a instauré, il y a 3 ans, ce rituel annuel de prise de parole solennelle devant le Parlement Chengria, n'a manqué aucun de ces grands rassemblements au Club des Pins où sont convoqués l'ensemble des élus de la nation. Autrement dit, son absence, cette fois-ci, ne pouvait que faire réagir. Et à juste titre, il ne s'agit pas ici de fantasmes ou de rumeurs gratuites. Se poser des questions est parfaitement légitime. Beaucoup d'Algériennes et d'Algériens s'interrogent où se trouve donc Saïd Chengria à ce moment précis de la fin de l'année 2025. Cette absence n'a rien d'anodin, vraiment rien d'anodin. Car Chengria et Abdelmadjid Tebboune formaient un duo quasi indissociable. Une proximité visible, assumée, renforcée encore davantage depuis novembre 2024, lorsque le chef d'état-major a officiellement intégré le gouvernement. Depuis, ils apparaissaient comme 2 piliers avançant côte à côte. Il faut aussi rappeler l'importance capitale du discours présidentiel de Tebboune devant la nation prononcé devant le Parlement. Ce rendez-vous annuel n'est pas un simple exercice de communication, c'est un discours de bilan, mais aussi de projection. Le président y dresse le cadre général, y esquisse les orientations, y pose les bases de la stratégie politique qu'il compte déployer l'année suivante. C'est un moment structurant, lourd de sens. Dans ce contexte, la disparition de Saïd Chengria ne peut en aucun cas être considérée comme accidentelle. On ne parle pas d'un figurant ni d'un simple conseiller de l'ombre. On parle d'un acteur central d'un poids lourd du système. Du numéro 2 du régime, tout simplement. Le pouvoir algérien repose avant tout sur un pacte,
une mécanique bien huilée fondée sur une alliance solide. Au cœur de ce système, un lien central, celui qui unit Abdelmadjid Tebboune à Saïd Chengriha. Deux figures, deux pôles, deux esprits qui pensent et dirigent ensemble. En clair, le régime a deux visages et il porte ces deux noms. De notre côté, nous avons tenté de retracer les mouvements de Chengriha, de comprendre où il se trouve réellement. Mais les réponses se sont dérobées, impossible d'obtenir une information claire, vérifiée, indiscutable. À la place, deux versions ont émergé relayées par deux sources distinctes. La première évoque un problème de santé sérieux. Selon ces informations, Chengriha serait physiquement diminué, incapable d'assumer ses obligations officielles. Son état l'aurait contraint à décliner les invitations présidentielles aussi bien pour le Conseil des ministres que pour le grand discours de Tebboune devant la nation, au Palais des Nations à Club des Pins. Cette explication pourtant peine à me convaincre, et pour cause, la dernière apparition publique de Saïd Chengriha remonte au 25 décembre 2025. Ce jour-là, il se rendait à l'ambassade de Libye, une sortie officielle qui ne laissait rien transparaître d'un homme affaibli. Les faits, eux, sont établis. Le ministère de la Défense nationale l'a confirmé noir sur blanc et la presse algérienne a relayé l'information image à l'appui. Ce jour-là, Saïd Chengriha agissait au nom du président Abdelmadjid Tebboune. Il s'est rendu officiellement à l'ambassade de Libye pour exprimer les condoléances de l'Algérie au corps diplomatique libyen. Cette visite faisait suite au décès du général Mohamed Ali Ahmed al-Haddad, chef d'état-major de l'armée libyenne tragiquement disparu dans un accident aérien. Son avion s'est écrasé alors qu'il rentrait en Libye après une mission de travail en Turquie, un drame dont beaucoup se souviennent encore. Chengriha a donc accompli ce déplacement signé le registre de condoléances à l'ambassade libyenne à Alger conformément au protocole et surtout au vu des images diffusées toujours accessibles sur le site officiel du ministère de la Défense, rien ne laissait penser qu'il était souffrant. Il apparaissait serein en pleine possession de ses moyens. Bref, à ce moment-là, tout semblait parfaitement normal. Le message officiel du ministère de la Défense nationale ne laissait aucune place au flou. Tout y était soigneusement précisé. Ce jeudi 25 décembre, en soirée au sein même de l'ambassade de l'État de Libye en Algérie, Saïd Chengriha s'est exprimé au nom du gouvernement et du peuple algérien. Une démarche effectuée sur instruction directe du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Le général d'armée cumulant les fonctions de ministre délégué à la défense et de chef d'état-major de l'armée nationale populaire s'est rendu sur place pour accomplir un geste protocolaire clair, apposer sa signature sur le registre de condoléances. Ce registre faisait suite au décès du général Mohamed Ali al-Haddad, chef d'état-major de l'armée libyenne, ainsi que des membres de la délégation qui l'accompagnaient, tous victimes d'un tragique accident d'avion survenu lors de leur retour au pays. À cette occasion, Chengriha a exprimé des paroles de compassion, appuyées adressant ses condoléances aux familles endeuillées et affirmant la solidarité de l'Algérie avec le peuple libyen qualifié de peuple frère. Enfin, le ministère a diffusé plusieurs clichés de cette visite officielle. On y distingue clairement Saïd Chengriha aux côtés de l'ambassadeur libyen. Et à la vue de ces images, difficile franchement d'y déceler le moindre signe de malaise ou de faiblesse physique. Alors soyons honnêtes, aurait-il pu tomber malade entre le 25 et le 28 décembre ? Oui, théoriquement, c'est envisageable. En quelques jours, certaines affections peuvent surgir brutalement, une forte grippe, une infection aiguë, une angine sérieuse. Ce genre de désagrément n'a pas besoin de semaines pour s'installer. Mais la vraie question est ailleurs. Même en admettant un souci de santé, est-ce que cela aurait réellement empêché Chengriha d'être sur pied 5 jours plus tard, le 30 décembre, ne serait-ce que pour apparaître lors du discours présidentiel de Tebboune au Palais des Nations, à Club des Pins? On parle là d'un rendez-vous politique majeur, un moment clé, et surtout un événement qu'aucun de ses hauts responsables n'a jamais manqué depuis qu'il existe. Alors oui, la santé reste imprévisible, le corps humain ne fonctionne pas toujours selon une logique parfaite. Il a ses zones d'ombre, ses caprices, ses mystères, personne ne le nie. Mais malgré tout, cette explication peine à convaincre. En 5 jours, même affaibli, assister brièvement à un événement aussi symbolique ne relève pas de l'exploit surhumain. Une présence d'1 heure, 2 tout au plus, juste le temps de montrer qu'on est là.
Franchement, j'ai du mal à imaginer Tchengriha renoncer à cela pour une simple indisposition. L'hypothèse d'un état de santé réellement critique ne me convainc pas. Elle sonne faux, et plus j'y pense, moins j'y crois. Il faut d'abord rappeler un élément essentiel: Saïd Tchengriha est quelqu'un de particulièrement vigilant lorsqu'il s'agit de sa santé. Il est suivi de près, entouré, médicalement surveillé en permanence. À moins qu'il n'ait été confronté à autre chose qu'un simple virus saisonnier, à une pathologie autrement plus sérieuse, on sait, et ce n'est un secret pour personne, qu'il suit depuis longtemps un traitement contre un cancer de la prostate, dans le cadre d'un protocole médical rigoureux et parfaitement encadré. Alors oui, une autre hypothèse existe, celle d'un accident d'une chute ou de complications soudaines, suffisamment graves pour expliquer une disparition totale de l'espace public pendant 5 jours entre le 25 et le 30 décembre 2025. C'est envisageable. Du moins, c'est ce que certaines sources ont tenté de nous faire comprendre. Des informations distillées par des interlocuteurs présentés comme bien informés. La version est simple, il était malade, trop affaibli pour apparaître. Pourtant, cette explication entre en collision avec le personnage. Saïd Tchengriha est connu pour son appétit de pouvoir, pour son besoin quasi constant d'être visible aux côtés de Tebboune lors des grandes séquences politiques du pays. Il aime s'afficher, marquer son territoire, rappeler qu'il est là au sommet parmi ceux qui décident réellement. Et surtout, il incarne la parole de l'institution militaire. Il en est le chef, le patron. Et ce genre de profil ne disparaît pas sans raison majeure. Soyons sérieux un instant. L'absence du chef de l'armée pour un simple souci de santé bénigne ne tient pas vraiment la route. Si Saïd Tchengriha n'avait été que légèrement indisposé, ni lui, ni le régime n'auraient jugé nécessaire de l'écarter totalement de la scène. Il aurait très bien pu se rendre au discours présidentiel. L'effort demandé était minime, il se trouvait déjà à Alger, le déplacement jusqu'au Club des Pins ne représente rien, une présence symbolique d'1 heure ou 2 tout au plus. Personne ne lui demandait de prononcer un discours ou de monopoliser l'attention. Il suffisait d'être là, d'apparaître dans le cadre sur quelques images officielles. Juste assez pour envoyer un message clair. Je suis présent, je fais partie du cercle des décideurs, l'armée est là. Un geste simple, presque automatique pour un homme de son rang. Dès lors, si l'on exclut ce scénario, une conclusion s'impose. Il ne s'agissait pas d'un malaise léger. Si maladie il y a eu, elle devait être sérieuse. Et pourtant, le 25 décembre, Tchengriha apparaissait en parfaite forme. Il a mené son déplacement à l'ambassade de Libye à Alger sans la moindre difficulté, accomplissant sa mission comme si de rien n'était. En l'espace de 5 jours, voir surgir une pathologie lourde suivie de complications sérieuses, c'est envisageable, sur le papier. Disons-le clairement, je reste au conditionnel. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à adhérer à cette version. Vraiment. Rien, absolument rien, ne laissait présager une dégradation soudaine de son état de santé à ce moment précis de l'année. Une autre piste nous a été soufflée, celle d'un départ hors du pays. Tchengriha aurait quitté l'Algérie. Mission à l'étranger, déplacement discret, voyage personnel, soins médicaux hors frontières, impossible de trancher, aucune précision. Silence total. Personne n'a voulu lever le voile, pas un mot. Les bouches restent closes, et c'est justement ce mutisme qui interpelle. Franchement, c'est inhabituel. Quand même les sources les plus averties refusent d'aborder un sujet, c'est rarement anodin. D'autant plus que le déplacement d'un homme comme Saïd Tchengriha ne peut pas se faire dans l'ombre. Un tel voyage laisse toujours des traces passages dans les aéroports avions mobilisés jets officiels. En général, on parle d'appareils de la flotte présidentielle ou d'avions militaires, l'armée disposant de ses propres moyens. Autrement dit, ce genre de mouvement est tout sauf invisible. En réalité, ce genre d'information n'est pas difficile à vérifier. Ce n'est pas quelque chose qui peut passer totalement inaperçu. Et pourtant ici, personne ne parle. Pas un mot. Ce silence pose une autre question: pourquoi un déplacement hors du territoire national? Et surtout, pourquoi précisément dans les toutes dernières heures de l'année? Si l'on évoque une mission officielle, quel État majeur, quelle grande puissance accepterait de recevoir le chef d'état-major de l'armée algérienne entre le 28 et le 31 décembre? Nous sommes en pleine période de fête. Dans la plupart des capitales, les agendas politiques tournent au ralenti.
Les activités institutionnelles sont réduites au strict minimum. Accueillir un haut responsable étranger, encore plus un décideur militaire de ce niveau, à ce moment-là relève presque de l'exception. Dans les pays occidentaux, en Europe notamment, ce type de visite est rarissime à cette période. Sauf, bien entendu, en cas de situation extrême, une crise diplomatique majeure, une urgence politique grave ou un bouleversement géopolitique de premier ordre. Or, l'Algérie ne se trouve dans aucun de ces scénarios. Le pays n'est pas plongé dans un conflit interne. Il n'y a pas de guerre civile et l'Algérie n'est engagée dans aucun affrontement armé direct. Certes, les relations avec le Maroc sont tendues, parfois très tendues, mais cela n'a rien de nouveau. Et surtout, il n'y a pas de guerre ouverte entre les deux États. L'Algérie n'est pas engagée militairement en Libye. Elle ne mène pas non plus de guerre dans les pays du Sahel. Oui, il existe des frictions des zones de tension, mais aucune situation d'urgence absolue qui justifierait un tel déplacement dans ces conditions. Soyons pragmatiques, quel État de premier plan accepterait de recevoir un haut responsable militaire entre le 28 et le 31 décembre en pleine période de congés et de célébration? On me rétorquera sans doute que certaines figures comme Donald Trump ou Vladimir Poutine continuent parfois à remplir leurs agendas jusqu'au dernier jour de l'année. Certes, mais ces activités restent généralement centrées sur leurs propres priorités internes, leurs dossiers nationaux, rien de plus. L'Algérie, de son côté, n'est engagée dans aucun dossier brûlant impliquant la Russie, les États-Unis ou encore l'Union européenne. Aucun contentieux majeur, aucune crise commune qui justifierait une rencontre de ce niveau. D'après les informations dont je dispose, si un déplacement urgent devait vraiment avoir eu lieu entre le 28 et le 31 décembre, il ne pourrait concerner à la rigueur qu'un pays du monde arabe. Reste alors une question simple: quel État arabe aurait à ce point précis un intérêt pressant ou un différend suffisamment grave avec l'Algérie pour nécessiter l'envoi immédiat de Saïd Chengriha? À part la Tunisie, pays voisin avec lequel Alger a conclu des accords de défense aussi sensibles que controversés, je n'en vois aucun. Franchement, je cherche et je ne trouve pas. Ajoutons un élément clé au tableau. Imaginez Chengriha quitter le territoire précisément au moment où se tenait un conseil des ministres décisif, consacré notamment à une éventuelle réforme de la Constitution. Pose question, car ce rendez-vous ne tirait pas son importance de la date choisie, mais bien de son contenu. L'ordre du jour était lourd stratégique, il était question de révision constitutionnelle, et comme par coïncidence, ce dossier sensible a été purement et simplement repoussé par Tebboune, en l'absence de Saïd Chengriha. Manquer ce conseil des ministres puis ne pas apparaître lors du discours présidentiel devant le Parlement et le Conseil de la Nation, tout en évitant soigneusement toute apparition aux côtés du chef de l'État pour le patron de l'armée nationale populaire, cela ne peut s'expliquer que par une contrainte majeure. On parle ici d'une nécessité absolue, d'une urgence réelle, rien de moins. Programmer un déplacement à l'étranger entre le 28 et le 31 décembre en pleine fin d'année, dans un agenda officiel déjà verrouillé, à moins qu'il ne s'agisse d'un déplacement strictement privé motivé par des raisons médicales. Mais dans ce cas précis, la conclusion est simple. S'il a dû quitter le pays pour se soigner, c'est que son état était réellement préoccupant. Encore une fois, il faut revenir aux faits. Le 25 décembre, sur les clichés pris à l'ambassade de Libye à Alger, Saïd Chengriha ne donnait absolument pas l'image d'un homme affaibli. Rien ne laissait transparaître une quelconque souffrance. Alors peut-on vraiment imaginer une dégradation brutale et sévère de son état de santé en l'espace de 5 jours? Théoriquement, tout peut arriver. Mais dans ce cas précis, cela reste difficilement crédible. Quoi qu'il en soit, cette disparition ne peut laisser indifférent. Elle alimente forcément le doute, d'autant plus que certaines informations circulent sans que nous ayons pu les vérifier formellement. À ce stade, voilà ce que les sources jugées les plus sérieuses nous ont transmis 2 scénarios principaux. Le premier évoque une maladie avec une détérioration notable de son état de santé. Le second parle d'un déplacement à l'étranger dont ni la nature ni la finalité n'ont été clairement établies. Honnêtement, aucune de ces 2 explications ne convainc vraiment. Toutes 2 s'inscrivent dans un moment politique particulièrement sensible. Le contexte compte. Le discours de Tebboune devant le Parlement n'est pas un rendez-vous ordinaire. Dans ce cadre précis,
L'absence du chef d'état-major de l'armée nationale populaire ne peut qu'interpeller. D'autant plus que parallèlement d'autres sources font circuler des informations d'une toute autre nature. Une troisième piste, évoquée par des interlocuteurs que nous avons consultés, va beaucoup plus loin. Elle parle de désaccords de lignes de fracture, voire d'un malaise latent entre Tebboune et le haut commandement militaire. Ces tensions porteraient notamment sur le chantier de la révision constitutionnelle sur les grandes orientations politiques prévues pour 2026, mais aussi sur les choix diplomatiques que le président envisagerait pour l'année à venir. Et là, on change de registre. Si ces divergences existaient réellement, cela signifierait des frictions au sommet même de l'État. Or, rien de visible ne vient étayer cette hypothèse. Aucun signal public, aucun geste, aucun mot. Au contraire, tout indique une alliance solide, mêmes intérêts, mêmes priorités, mêmes objectifs. Il est difficile d'imaginer Tebboune entrer en conflit ouvert avec Tchengriha sur un programme ou une stratégie à moyen terme, tant leur partenariat apparaît jusqu'ici parfaitement aligné. En règle générale, la relation entre Tebboune et Tchengriha repose sur un jeu d'ajustement permanent. L'un cède pour préserver les intérêts de l'autre et inversement. Cette mécanique de concession mutuelle est au cœur de leur solidité. Leur alliance, leur cohésion, constituent l'ossature même du pouvoir algérien tel qu'il se présente aujourd'hui. C'est elle qui maintient l'apparence d'un État fort, uni, stable. Et c'est aussi ce lien qui leur a permis jusqu'à présent de s'imposer durablement au sommet et de conserver la main sur l'appareil du pouvoir. Il ne s'agit pas d'un arrangement de circonstances, ni d'une entente de façade. Attention, on parle ici d'une alliance profonde ancrée dans des convictions partagées. Chacun sait pertinemment qu'il ne peut se maintenir sans l'autre. Dès lors, pourquoi assisterait-on soudainement à une rupture à la toute fin de l'année 2025 ? L'hypothèse paraît fragile. Certains me diront peut-être « Alors Abdou, tu n'as aucune information. Je vais être honnête. Voilà ce que j'ai pu recueillir, ni plus ni moins. Et ce que je peux affirmer, c'est que cette absence dérange. Elle trouble, elle inquiète. Oui, elle intrigue. Oui, elle inquiète. Bien sûr, des incompréhensions peuvent exister, des désaccords ponctuels aussi. Mais jamais jusqu'ici ces tensions n'ont perduré ni éclaté au grand jour. Elles n'ont jamais été exposées publiquement. À chaque fois, elles ont été rapidement contenues, traitées en interne, puis réglées avec méthode. C'est ainsi que ce duo a toujours fonctionné. Ils n'ont jamais perdu de vue l'essentiel. Et sur ce terrain, ils ont toujours fait preuve d'une habileté certaine. Lorsqu'il s'agit de gérer les situations délicates, Tebboune et Tchengriha savent exactement ce qu'ils font. Leur règle d'or a toujours été la même, ne jamais laisser transparaître la moindre fissure. Car dès l'instant où l'extérieur perçoit un duo qui se fragilise, qui se divise, les adversaires se réveillent, les oppositions se rassemblent, les hostilités s'intensifient, et quand le binôme vacille, c'est l'ensemble du régime qui se retrouve exposé, affaibli, vulnérable. C'est précisément pour cette raison que je doute qu'ils aient le moindre intérêt à exhiber un désaccord ou à laisser un conflit s'installer. Ils savent parfaitement que la force de l'un est indissociable de celle de l'autre. Ensemble, ils maximisent leurs chances de durer. Séparément, ils prennent un risque considérable. Gouverner seul dans ce système serait une erreur stratégique majeure. C'est pourquoi, à mes yeux, l'hypothèse d'un conflit ouvert ne tient pas. À l'inverse, je penche plutôt pour l'existence d'un scénario préparé en coulisses, un calendrier discret élaboré à deux. Il n'est pas exclu que Tebboune ait confié à Tchengriha une mission sensible tenue volontairement hors du regard public. Une opération à l'étranger peut-être ? Je ne peux pas l'affirmer. Mais une mission secrète menée entre le 28 et le 31 décembre 2025, en pleine fin d'année. Avouez que le timing intrigue. Si l'on parle réellement d'une mission, alors elle aurait quelque chose d'assez singulier. Car honnêtement, quelle grande puissance mondiale organise des réunions urgentes en pleine période de célébration. À cette époque de l'année, tout l'Occident est à l'arrêt. Les fêtes dominent les agendas. Même la Russie, souvent citée à part, vit son propre calendrier festif, le passage au Nouvel An, les 30-31 décembre, et le 1er janvier y sont aussi des moments de pause. Aux États-Unis, inutile d'insister. En Italie, encore moins. Certains évoquent alors la piste chinoise, pourquoi pas la Chine ?
Mais là encore, la question se pose, pour quelle raison Pékin accueillerait-il Saïd Chengriha? Certes, le Nouvel An chinois ne correspond pas au calendrier occidental et se célèbre plutôt entre février et mars en 2026. Mais justement, quel serait l'intérêt d'un tel déplacement à ce moment précis? Il faut toutefois reconnaître une chose, les institutions chinoises savent s'adapter aux rythmes internationaux. Et malgré tout, la fin d'année reste une période particulière. La Chine demeure profondément liée à ses échanges avec l'Occident, qu'on le veuille ou non. C'est une réalité qu'il ne faut pas éluder. Quoi qu'il en soit, nos recherches se poursuivent. Nous tentons toujours de vérifier l'existence d'un déplacement à l'étranger autour du 30 décembre, alors même qu'un discours présidentiel majeur était prévu devant le Parlement et qu'un Conseil des ministres le 28 décembre devait aborder une possible révision de la Constitution. Autant d'éléments qui rendent cette chronologie pour le moins troublante. Rien en théorie n'empêchait Saïd Chengriha de programmer un déplacement à l'étranger à un autre moment. Il aurait pu partir avant la tenue du Conseil des ministres, attendre la fin du discours présidentiel ou même repousser ce voyage au premier jour de janvier. Les options ne manquaient pas. Alors, quelle était cette contrainte absolue, cette urgence si pressante qu'elle imposait un départ précipité en toute fin d'année, à part une dégradation sérieuse de son état de santé difficile, de trouver une justification crédible à un tel timing? Personnellement, je ne vois pas cette nécessité. Et encore moins quand on sait que ces deux rendez-vous étaient politiquement majeurs. À ces moments précis, la présence du chef de l'armée était attendue. Car lorsqu'il est question de constitution, la voix de l'institution militaire compte. Elle pèse. L'armée ne peut être absente d'un débat aussi fondamental. Il en va de même pour le discours de fin d'année et les orientations annoncées pour l'année suivante. Là encore, la parole, ou au moins la présence du patron de l'armée revêt une importance particulière. Son absence dans ce contexte ne peut que surprendre. Elle dérange, elle interroge, et comme je l'ai déjà souligné, personne n'a voulu ou n'a osé la commenter publiquement. Nous avons choisi de vous exposer ces éléments en toute transparence, tout en poursuivant nos recherches pour tenter d'approcher une vérité plus solide. Mais soyons clairs, à ce stade, aucune des informations recueillies ne peut être considérée comme totalement fiable. Elles doivent être prises avec précaution. Et je le dis sans détour, aucune des versions que je vous ai présentées aujourd'hui ne m'a réellement convaincu. Pourtant, elles émanent de sources que je connais bien, des sources habituellement sérieuses, méthodiques et crédibles. Il faut aussi tenir compte d'un paramètre essentiel propre au contexte algérien. L'année 2025 et notamment l'affaire Nassar John a laissé des traces. Une leçon a été retenue. Lorsqu'un dossier devient trop sensible, trop explosif, même les informateurs les plus sûrs se murent dans le silence. L'information est verrouillée à un point tel qu'il devient extrêmement facile d'identifier celui qui parle, et donc de le faire payer. Dans ces conditions, l'accès aux données devient quasi impossible, et quand l'accès est aussi étroit, plus personne ne prend le risque de s'exprimer. Pire encore, ou peut-être heureusement, certaines sources préfèrent brouiller les pistes, orienter volontairement vers de fausses directions, simplement pour éviter que l'on touche au cœur du problème. Car atteindre cette vérité-là pourrait placer le régime algérien dans une position profondément